former, préparer nos enfants dès la gestation à être des adultes plus empathiques, plus sereins, plus fraternels pour construire le monde de demain? Réponse avec la magnifique Laura Uppinger. Laura Uppinger, bonjour. Je suis, Bonjour. je suis très très heureuse de t'interviewer. Enfin, ça fait longtemps que j'y pensais. Euh, alors, pour commencer, ce que je propose, c'est que je vais te présenter et ensuite, s'il manque quelque chose, si tu veux ajouter quelque chose, tu n'hésites pas, tu rajoutes. Tu me C'est diras ça. fabuleux. Je suis très contente d'être avec toi. Moi aussi. Et merci pour cette invitation. Merci Laura. Alors, pour commencer, on peut dire que tu es maman déjà d'une jeune femme absolument très belle et très talentueuse. On en parlera certainement pendant l'interview. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que tu es vice-présidente de l'association l'ANEP. Donc, c'est l'association nationale pour l'éducation prénatale du Brésil, parce que là, tu vis au Brésil. Voilà, en ce moment, Oui, oui. voilà, on est quand même à des heures et des heures d'avion d'écart. Euh, qu'est-ce que j'aime? En fait, voilà, plus précisément, ce que j'aimerais dire sur toi, c'est que tu es une personne magnifique, très inspirante et qui m'a beaucoup touchée lors d'une conférence que j'ai vue un jour où tu étais de passage en France. J'ai assisté à une de tes conférences sur le sujet de la grossesse et du pouvoir de la femme enceinte. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai tellement aimé la manière dont tu parlais de ce sujet avec force, avec passion, avec vérité, avec amour. C'était tellement puissant, tout ce que tu émanais d'amour aussi, que moi, j'ai été éblouie par ta personne. Vraiment, je m'en souviens. J'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant, bien sûr, et j'étais une jeune adulte, et ça m'a vraiment profondément marquée. Et puis après, j'ai créé ma chaîne YouTube. Il y a seulement à la naissance de ma troisième fille, j'ai créé ma chaîne YouTube où j'ai parlé de l'alimentation vivante. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai de quoi interviewer un jour Laura Uppinger. Et là, ça y est, écoute, elle C'est a 20 génial. ans. Tes paroles me touchent profondément. D'abord par la beauté que tu émanes. Et, mon Dieu, maman, plusieurs fois, une maman ensoleillée en plus. Et c'est bon d'avoir un idéal comme ça qui nous unit. Oui, c'est un sujet fascinant. Et en même temps, c'est un sujet mystérieux. C'est un sujet universel. Tout le monde, en arrivant sur Terre, il est né. Tout le monde a été porté dans un ventre. Et pourtant, c'est un sujet tabou. C'est drôle comme naître et mourir sont restés deux étapes fondamentales de notre existence qui sont tabous. Et tabous dans le sens qu'on ne va pas en parler. Et si on commence à creuser, il y a toujours des trésors derrière les tabous. Eh bien là, ce sont vraiment des trésors. Et, et merci, je suis ravie que ça puisse être aujourd'hui, maintenant que ma fille a 35 ans, que les tiennes sont en chemin, nous pourrons parler de ce moment extraordinaire de la vie d'une femme. Merci Laura. Alors, est-ce que déjà je t'ai présenté comme il fallait? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, c'était en 76 que j'ai pris connaissance aussi par Omram Mekalevanov du pouvoir formateur d'une femme enceinte, de son imagination. Mais à l'époque, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas encore l'épigénétique, on n'avait pas encore découvert en biologie cellulaire que même s'il y a, évidemment qu'il y a tout un matériel génétique, tout un programme à être développé, l'orchestration de comment ce programme va venir former chacun des organes, chacun des tissus d'un tout petit dans le ventre d'une maman, cette orchestration dépend de ce que la mère apporte. Et c'est ça son grand pouvoir. On ne va pas éliminer la génétique, bien sûr que non, mais au XXe siècle, la plupart du XXe siècle, il y avait un mariage passionnel entre la science et le déterminisme génétique. Seulement vers la toute fin des années 80-90, ont commencé à apparaître en biologie cellulaire des données
qui nous ont fait comprendre que oui, la génétique est importante, mais il y a des gènes qui vont être laissés de côté, étouffés, disons, d'autres au contraire mis en avant et d'autres même vont être fabriqués. Et là, je peux donner un tout petit exemple Oui. de cette biologie. Ils ont mis des bactéries en pétri-dish, en laboratoire, des bactéries, donc des êtres unicellulaires, qui étaient programmés génétiquement pour ne pas digérer la lactose. Donc, pas de possibilité génétique de digérer le sucre lactose. OK? Alors, qu'est-ce que les scientifiques font? Ils mettent plein de lactose, que de la lactose, pour alimenter ces bactéries. Normalement, toutes devaient mourir de faim. Eh bien, certaines sont mortes, oui, mais pas toutes, même pas la majorité. Il y a eu un moment où il y a eu une espèce un arrêt de mouvement et elles en sont ressorties de cet arrêt. C'est pas vraiment une léthargie, mais c'est un arrêt. Et ces petites bactéries, ces êtres unicellulaires, ont commencé à digérer la lactose. Elles ne sont pas mortes. Donc, il est possible, même pour un être qui n'est qu'une seule cellule, de changer sa capacité génétique pour pouvoir digérer, c'est une question de vie ou de mort, pouvoir digérer cette lactose. Ça, c'était une grande question. Alors, comment ils ont fait ça? Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh Et ben, ça, c'est nous sommes programmés pour certaines choses, mais nous pouvons faire différemment. Et c'est là où est l'espoir. Nous sommes beaucoup plus grands que notre propre génétique. Et ça, c'est la nature qui nous a offert ce cadeau. c'est extraordinaire. Extraordinaire. Eh ben, on en vient à la fameuse question. Tu sais, souvent, on laisse le meilleur pour la fin ou la grande question pour la fin, on élimine les petites. Moi, je veux là tout de suite. The question. Mhm. Laura, quel est le pouvoir de la femme enceinte? C'est quoi ce pouvoir? Bon, j'adore cette question, mais c'est un pouvoir que j'appelle incommensurable. Parce que à chaque instant, dans mon courant sanguin, il y a l'expression de qui je suis. Là, je suis très contente d'être avec toi. Et si quelqu'un pouvait mesurer combien d'endorphines il y a, combien d'oxytocine, de prolactine, de ci, de ça, des neurotransmisseurs, en ce moment, mes organes, ils baignent dans dans une information que la vie est belle. Oui, mais supposons que je sois enceinte. Qui reçoit ce sang et ces informations? Ben, c'est mon bébé. Et il va s'organiser aujourd'hui, sa croissance spéciale, mettons que les yeux se forment aujourd'hui, ou le canal auditif, ou le système digestif. Quel est le moment important aujourd'hui pour ce bébé, si je suis enceinte? Tout va être empreint d'harmonie et de joie. D'ailleurs, nous sommes faits, et même Michel Audin le dit, c'est un, c'est un être assez extraordinaire, ce médecin qui était d'abord un chirurgien et qui après s'est occupé de naissance. Nous sommes faits pour vivre en joie. C'est là la biochimie la meilleure dans notre courant sanguin pour que chaque organe soit en santé, surtout si je suis enceinte. Donc, les meilleurs messages qu'une maman va donner, des messages de vie à son enfant pendant la grossesse, c'est lorsqu'elle est en joie, une joie sereine, une joie profonde. On ne peut pas la fabriquer à chaque instant, cette joie, évidemment. Mais si on peut y revenir, si on peut s'inspirer de la beauté autour de nous pour trouver cette joie, si on peut si on peut donner à notre être des occasions d'être en joie, cette joie de partage avec la vie, c'est la meilleure façon de donner une bonne neurophysiologie à notre bambin pendant la grossesse. Donc ce pouvoir, il existe, il nous a été donné par la nature. Je ne pense pas que la nature a pensé est-ce que les mamans allaient être aussi angoissées, aussi stressées, Eh oui. aussi tristes souvent, souffrir autant de violence même pendant la grossesse, même si ce n'est qu'une souffrance mentale. Les mamans sont insultées dans leur intelligence. Parfois, des consultations médicales ne leur feront que du tort presque. On met des doutes Ah terribles. oui. On Oh là donne là. un petit diagnostic. Dans une semaine revenue, on va voir si votre enfant est compatible avec la vie. Comment, comment ne pas porter cette femme enceinte euh, dans sa grandeur? Elle,
elle détient les clés de notre futur. Les humains, dans 40 ans, seront des humains au pouvoir de la société. En ce moment, ils sont dans le ventre maternel. Il faut que ce ventre soit une école de vie où l'harmonie puisse être toute puissante. Quand je dis toute puissante, c'est ce bien-être. C'est parfois rentrer sous une douche. C'est parfois lire un livre extraordinaire, parfois écouter une musique. Là, je veux entendre aussi dans tes grossesses ce que tu as vécu, parce que parfois c'est une marche. Tu en as fait des marches dans la nature. J'ai Oui, vu sur ta chaîne tu avais les deux autres petites, tu étais enceinte, tu étais pas seulement heureuse, ta vie était dédiée à quelque chose de plus grand. Et là, c'est un bonheur pour le développement neurophysiologique de tout être. Le grand cadeau qu'on donne, c'est un cerveau qui est une grande plateforme qui va réunir toute l'intelligence de toutes nos cellules et qui va nous permettre d'avoir, selon les circuits bien formés, l'empathie, la pensée à, à longue échéance, que je puisse prévoir, que je puisse savoir l'autre, qui il est l'autre, l'autre pouvant être un ruisseau, un arbre, une personne, me mettre à sa place. Ce sont des fonctions nobles. Donc nous avons besoin d'une neurophysiologie bien faite, robuste, ils disent résiliente, sont des mots à la mode en ce moment en psychologie et nous en avons besoin dans la vie tous les jours parce que des problèmes, ils pullulent. Devraient être pour nous, ces problèmes, comme les problèmes d'algèbre pour un grand mathématicien, quelque chose d'intéressant. Allons voir comment on va pouvoir résoudre celui-là. Et pour oui, ça, oui. Oui. il faut avoir été bien engendré. Et alors pourquoi, oui, c'est ça. Alors pourquoi c'est si important de vivre une grossesse sereine, harmonieuse, joyeuse? Alors tu as commencé d'en parler, mais en fait c'est pourquoi? C'est pour le monde de demain, pour ce nouveau monde qu'on veut créer. Ces guerres, tout ce qui se passe, c'est compliqué, les gens, nos politiques, on a du mal, on dirait que ça rame, que c'est compliqué, alors qu'en fait si toutes les femmes enceintes, je pense que c'est ça l'idée dont on veut parler, c'est que si toutes les femmes enceintes se mettaient avoir une grossesse encore plus consciente, encore plus harmonieuse, joyeuse, sereine. Alors ça, j'aimerais qu'on en parle aussi parce que le nombre de gens stressés et angoissés, c'est impressionnant. Même dans mes copines, je ne sais pas si j'ai des copines, des amies, des jeunes mamans qui sont au moins aussi sereines que moi. Je dis pas que je suis, mais vraiment, je n'en trouve pas. Tout le monde est très angoissé, très. Et en fait, j'aimerais aussi qu'on parle de ça. Ok. Alors, il va falloir qu'on parle de notre vilain. Tu sais, dans les films, dans les histoires, il y a the villain, je ne sais pas comment on dirait en français, le anti-héros. Parce que si la Oui. sérénité, c'est notre grande compagne, celle qui va nous aider à embrasser la vie pendant la grossesse, l'entité qui travaille contraire, qui va tout polluer, qui va tout gâcher, et depuis des millénaires, ça se passe comme ça, c'est le fameux stress toxique. Il y a un stress naturel qui est très bon. Et le stress d'une personne avant de chanter, avant d'entrer sur scène, un stress de ah, mon Dieu, j'ai une entrevue aujourd'hui avec mon nouveau patron, et j'ai un nouveau job. Ce genre de stress, vive. Évidemment, il va mettre en nous. Puis il y a le stress aussi de savoir éviter une voiture qui vient pour pas se faire écraser. Fouf, on a eu chaud. Bon, ça c'est résumé en quelques minutes. Par contre, il y a le stress aller travailler tous les jours quelque part que je n'aime pas, où je ne suis pas bien traitée, je ne suis pas bien vue. Malheureusement, il y a déjà une toxicité très forte. Puis il y a le stress, des angoisses plus grandes. Qu'est-ce qu'il fait le stress? Dans notre organisme, il envoie le sang circuler dans la périphérie. Nos membres, nos bras et nos jambes sont bien irrigués pour qu'on puisse s'enfuir ou qu'on puisse attaquer. Excellent comme moyen de défense. Mais si c'est un truc qui va venir tous les jours, et si ça dure des heures, le sang, il va rester dans la périphérie. Donc, moi, maman enceinte, mon axe central du cerveau à mon utérus, il va être moins irrigué. Et dans mon sang, il y a ce même message que mon enfant, dans mon ventre, reçoit, et lui aussi va mettre l'énergie à faire circuler, bien développer les bras et les jambes.
On veut des bras et des jambes bien développés, bien sûr, mais l'axe central, avec tous les organes vitaux, avec le cerveau, avec les organes sexuels, et toute la colonne vertébrale, toute la neurophysiologie, elle est là-dedans. Donc, on aura comme message principal dans la formation de cet être, un être préparé au grand stress. Peut-être si je vais naître dans une région de guerre, je veux que ma mère ait ce stress pour que je sache que le monde est... La vie, on dit en portugais, la vie est chien. C'est dur. Oui, mais c'est pas ça le message. Quand je vais écrire un poème, quand je vais prier, quand je vais méditer, j'ai besoin d'être en harmonie avec la vie. Cette sérénité devient pour moi une condition sine qua non. Comment je vais méditer si je suis transi de froid et de peur? Ça va pas aller. Donc, le fameux stress du quotidien, celui qui va être vraiment toxique, il faut l'éviter. Et là, ceux d'entre nous qui sommes autour des femmes enceintes, que ce soit les politiciens ou les amis ou les gens dans le quartier, multiplions les moments où cette femme enceinte peut être en joie, en simple sérénité. Parce que elle abandonne la femme enceinte, on lui dit que la grossesse, c'est pas une maladie. Donc elle aura oh, quelques semaines, quelques mois de congé de Eh grossesse. oui, Bah, eh il oui. n'y a même pas de congé de grossesse, je pense, en France. Donc elle commence à essayer de travailler jusqu'au dernier moment avant d'aller avoir son enfant, avant d'accoucher, pour après avoir plus de temps. Mais à partir du septième mois, la nature, d'ailleurs, c'est un drôle de tour que la nature nous joue. À partir du septième mois, il y a, euh, il y a une taille. Il nous coupe certaines fonctions cérébrales pour qu'on puisse s'occuper et avoir toute notre énergie sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est notre bébé. Donc, ces femmes demandent au docteur, j'ai besoin de vitamines, docteur, j'ai besoin de 5 minéraux, quelque chose, je vais au marché pour acheter du fromage, je reviens avec des tomates, des pommes et j'ai oublié le fromage. Je ne sais pas où j'ai la tête. Je sais qu'aux États-Unis, il dit, mais mon mental, c'est devenu une petite confiture. C'est pas normal. Si, c'est normal. C'est déjà un cadeau de la nature. Occupez-vous de l'essentiel. Donc, c'est pas le moment d'être en train de faire des grandes présentations dans mon entreprise si j'ai déjà 7 mois de grossesse. La société devrait être intelligente et respecter ce moment d'intériorisation et de... C'est une histoire d'amour, tout ça. Ça a commencé avec faire l'amour, un acte sexuel. Cet orgasme, ce lâcher-prise, ce don de soi pour l'autre, ça continue jusqu'à l'accouchement. Et, et du point de vue même hormonal et cérébral, nous avons donc cette préoccupation, ce souci de la nature, de préparer la femme pour ce qui importe. Et on voit bien ces femmes enceintes qui repassent des petites chemisettes comme ça, de bébé. Plus jamais elles vont repasser ces chemisettes maison. Elles ont plein de petits habits pour le nouveau-né. Elles sont en train de l'attendre en joie. Elles vont même repasser ça. Et elles se sentent si bien. Pourtant, c'est des femmes qui ont des doctorats et elle se donne en joie à ces tout petits gestes symboliques de préparer la maison pour l'enfant qui va venir. Merci Laura. Mais alors du coup, moi je pense, alors, j'ai plein de questions. Il faut pas faire trop long. D'accord. Alors, pour pouvoir nourrir la sérénité, il y aura des Voilà. choses à faire. Mais sachons que ce stress, s'il est vilain, que la femme demande de l'aide. Pas de l'aide d'un thérapeute, de l'aide au monde invisible, de l'aide aux amis. Réorganisons cette vie parce que ça compte. Et ne laisse pas pour après la naissance. Parce que la tendance, c'est de faire ça, c'est de se stresser un maximum pour Oui, pouvoir bah oui. le bébé. Puis essayez de ne pas faire ça. Avertissez vos amis, vos docteurs, le chef au bureau. Avertissez-les que la grossesse est une danse. Et c'est une danse d'émerveillement. Et à chaque instant, on en a des rêves. Et surtout, n'attendez pas que des bébés. Attendez tout un être humain, l'enfant, Oui. le schnappant, l'ado, le jeune adulte. Attendez un être complet. Et ça va lui faire du bien, ce futur adulte, d'avoir été pensé, d'avoir été attendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir cette sérénité? Je crois que tu auras Oui, beaucoup de choses à nous dire. je pense surtout aux femmes
et nos hommes d'ailleurs, qui ont été formés comme ça, qui ont été éduqués comme ça avec des parents qui sont naturellement eux-mêmes, qui ont vécu des choses certainement compliquées ou bon, et qui sont stressés et angoissés. Donc cette maman, imaginons, elle est comme ça, elle a été formée comme ça, donc elle est stressée, angoissée. Mais elle a, ça y est, connaissance de ce dont on est en train de parler, de ce pouvoir qu'elle a sur son enfant, mais comme elle est imbibée de ça, parce qu'il y en a, ils sont imbibés de ça, avant qu'ils se soignent vraiment, avant qu'ils en Mm. prennent conscience, qu'ils trouvent le bon thérapeute, qu'ils trouvent les bonnes méthodes, et qu'ils arrivent à se défaire un peu de ce stress et ces angoisses chroniques, il y a des fois du temps, et des fois, elles ne sont pas encore arrivées là. Qu'est-ce qu'on Ouais. pourrait leur conseiller de simple Elles à vont faire? s'abreuver de beauté. Elles vont s'abreuver de beauté. Que ce C'est soit la simple. beauté naturelle, de la nature, que ce soit la beauté d'une œuvre d'art. Mais vraiment, ce qu'elle va contempler va devenir elle. Nous avons des cellules dans notre cerveau qui sont des miroirs, des neurones miroirs. Nous voyons l'autre, l'autre peut être un tableau, et nous le vivons en nous. S'entourer d'harmonie, que Ouais. ce soit par la musique, par la peinture, par des pensées nobles, par des livres qui inspirent, par la poésie, et même lire à voix haute des paragraphes qui nous rendent émus, comme si on participait davantage à la vie. C'est-à-dire essayer de multiplier des points de connexion avec la vie, avec un grand V, là où je me sens vivante. Parfois, il n'y a que quelques moments dans la journée où la femme va sentir ça, ou bien qu'elle les vive, ces moments. La nature, excellente compagne. Et il y a au moins 3 fois par jour, nous avons l'occasion d'être en communion avec la nature. La beauté d'une pomme, la beauté d'un brocoli, la beauté d'un chou-fleur, ce qu'on aime manger. Il n'y a pas de formule pour être enceinte, et encore moins de formule pour manger. Mais choisissez par exemple des aliments que vous aimez beaucoup et approchez-les comme si c'était un grand rituel, comme si vous étiez des hiérophantes en Égypte ancienne. Je ne sais pas pour celles qui aiment l'imagination. Sentez que vous êtes la prêtresse de votre propre existence. C'est vous, la grande, qui allez officier une cérémonie de communion. Parce que lorsque je mange ma cerise, ma pêche ou mon abricot, non seulement je vais respirer, je vais bien mâcher. Mais cette cerise, cette pêche ou cet abricot, ils vont cesser d'être eux-mêmes alors que je les mâche. Et ils me donnent en cadeau leur saveur, leur parfum et toutes leurs propriétés. Et je respire. Et en avalant, je sais que, parce qu'il y a un détail, si je ne mange pas, je meurs. Donc, ils vont maintenir en moi la vie, mais je me nourris de leur vie. S'arrêter sur le fait que c'est grandiose. Prenez, là, vous êtes tous, toutes seules. Il n'y a ni la télévision, on évite d'avoir le coca ou des choses qui vont nous rappeler une vie stressante. C'est nous seuls. Là, toi, tu aimes manger cru, donc on va imaginer des choses crues. Et cette saveur croquante, savoureuse, qui va m'émerveiller, si je puise dans mon émerveillement, quelque chose qui se passe dans tout mon être du point de vue biochimique. Et là, ma grossesse, elle s'en bénéficie. Et l'enfant aura comme point de référence, ah, les choses sont dures, mais quelques fois par jour, maman s'arrête et elle a un autre niveau de communion avec la vie. Intéressant. Moi aussi, je vais avoir ça un jour. Magnifique. Merci Laura. Euh, Quand tu disais de s'entourer de beauté, des fois ça peut être compliqué aussi. Je sais pas. Bon, j'ai pas d'exemple particulier, mais je pense qu'il suffirait même d'une seule pièce. Ça peut être le salon, ça peut être la chambre, un endroit qui soit particulièrement beau, Oui, avec des posters aux couleurs qui nous plaisent. Ça peut être un tableau, ça peut être une peinture, un dessin. S'entourer et puis que cette pièce soit rangée, agréable. Je me dis, rien que ça peut être déjà un endroit où la maman peut se ressourcer. Ces 9 mois, enfin, j'essaie de trouver des solutions pour les mamans qui travaillent, les mamans qui n'ont pas le choix de travailler, même si, voilà. Après, si le travail leur plaît, qu'il n'est pas stressant, c'est génial. J'essaie de trouver des solutions pour les mamans stressées et de trouver des solutions
euh, des choses qui sont très très simples. Là, tu as parlé de choses très simples. Et moi, il y a Mais un truc regarde, aussi. Oui, ce que tu dis est d'une richesse immense. On peut dédier une pièce, mais on peut s'amuser à dédier au bonheur, à la sérénité. Et du coup, on va choisir les coussins, les tissus, la couleur de la moquette. Et c'est vrai, si c'est propre, si c'est aéré, déjà on se sent un peu mieux. Non, c'est un truc excellent. Et ça peut être la chambre de coucher, ça peut être un coin, un fauteuil. Et il faut y penser. Et en pensant, on le fait soi-même. On ne va pas demander à un designer de venir nous dire comment décorer cette pièce. C'est nous qui allons découvrir comment cela va être plus harmonieux. oui. Et puis, il y a quelque chose aussi avec notre génération et celle et la suivante. Euh, on est très connecté aux réseaux sociaux, avec le téléphone, etc. Et on a accès à des informations qui sont des fois un peu dures, hein, qui nous rappellent que le monde dans lequel on vit, qui nous montre que le monde dans lequel on vit est dur, méchant, cruel, etc. Alors déjà, c'est pas vrai parce que c'est pas dans le monde entier. Et le petit truc qu'on peut faire aussi, euh, c'est se déconnecter. Par exemple, je vais donner un exemple pour moi. J'étais connectée enfin, abonnée à une dame qui fait un super travail pour défendre les femmes qui sont battues par leur mari, qui meurent sous les coups de leur mari. Elle fait un super travail. Elle dénonce, elle est là, et elle est très, très suivie par des stars, des vedettes. Euh, et au moins, elle dénonce. Donc, elle fait un super travail. Mais quand même, à chaque fois qu'elle nous annonce quelque chose de terrible, qu'elle, qu'elle, enfin voilà, à chaque fois qu'elle nous annonce quelque chose de terrible, ça peut toucher, ça nous fait quand même quelque chose au cœur, etc. Donc moi, je la soutenais dans le sens où, voilà, je la suivais, mais j'ai fait en sorte de cacher ça. Voilà, les 9 mois de la grossesse, si vous pouvez, chère maman, future maman qui regardez, faire un tri, une sélection, de la même manière que vous réservez une chambre, une pièce dans votre maison qui soit belle, harmonieuse, où on s'y sente bien. Même chose dans les informations que vous recevez, que ce soit trié aussi, trié sur le volet, pour que vous soyez entouré que de beauté et d'harmonie. C'est ce dont tu viens de parler, la beauté et l'harmonie, même si vous êtes une stressée, une angoissée de la vie, comme il y en a qui disent, je suis une angoissée de la vie, etc. Ok, mais on peut y remédier au moins par des petites choses comme ça. Oui, et ça, ce que tu dis, c'est en fonction du mimétisme. Nous l'avons intérieurement, nous l'avons extérieurement. Si je mange une amande, la structure moléculaire de l'amande est tellement harmonieuse que par mimétisme, mes propres cellules apprennent l'harmonie d'une amande. L'amande, on en a cassé la coquille et pas besoin de manger plus que 3 par jour, mais on peut déjà le faire consciemment. Mais aussi ce qui est devant moi, par mimétisme, va me pénétrer. Je me lave les mains, par exemple. Il y a l'eau qui coule, il y a le robinet qui est ouvert. Si je me concentre sur cette eau qui coule, qu'est-ce que c'est beau! C'est transparent, c'est agréable à la peau. Da Vinci, Leonardo da Vinci a beaucoup étudié l'eau, comment elle coulait. Il a étudié les cheveux aussi qui ondulent. Mais c'était presque un sorcier, Da Vinci. Il avait une capacité de se concentrer. Il a pu rendre dans ses dessins des choses que jamais d'autres n'avaient rendues auparavant, avant lui. Euh, Étudier la beauté de la vie dans des petits détails. Si tout va mal pour moi aujourd'hui, je suis quand même en train de respirer et je peux m'arrêter quelques minutes et penser à la magie qu'est la respiration. Le sang vient dans les poumons et va donner son gaz carbonique qu'il a pris dans l'organisme comme déchet et il va se nourrir d'oxygène. Cette fonction cellulaire, mais il y en a d'ailleurs des fonctions métaboliques dans chaque cellule, ça atteint 1 million par seconde. Cet extraordinaire organisme que j'ai, en plus un bébé se forme en moi, là je suis en train de faire, enfin, à travers moi, la vie est en train de former des reins, un cœur, un pancréas, un foie. La beauté de ça, quand on plonge dans l'immensément petit, cet immensément petit peut aussi nous inspirer, autant qu'un ciel étoilé le soir. C'est-à-dire se connecter, se brancher avec ce qui se passe maintenant. Il y a cette mode du mindfulness, de mettre son mental pleinement dans ce qu'on est en train de faire. Eh bien, c'est une grande source de paix. Je sais que c'est à la mode,
mais c'est dans tous les grands livres de sciences sacrées, depuis ceux que l'on connaît de l'Inde et de Chine. Nous pouvons, en donnant de la profondeur et de la valeur au moment présent, nous forger une force intérieure qu'on ne soupçonne pas pouvoir avoir un jour. C'est le moment présent. C'est quand je pense au futur que je vais m'angoisser. Quand je veux rester dans le passé, je me déprime. Et le moment présent contient des cadeaux, des présents d'ailleurs, comme on dit. Mhm. Et ça, pendant la grossesse, ça vaut la peine. Et on peut lui dire, espèce de bonhomme, tu m'as choisi, moi, et qui es-tu, toi? Tu me connais plus que je ne te connais. Qu'est-ce qui t'a attiré sur moi? Regarde, aujourd'hui, c'était une journée difficile. Et tu es toujours avec moi, quand même, chapeau, hein. Allez, euh, je suis prête à apprendre de la vie ce qu'il me faudra pour être vraiment ta maman. On peut dire au monde invisible qu'on se sent démuni, qu'on se sent appauvri, mais qu'on veut être à la hauteur. Et c'est OK d'être angoissé, mais simplement ne pas y rester trop longtemps. Dire, oh là là, mais quelle angoisse, allez, je reviens au moment présent parce que je n'y vois pas clair du tout dans le futur immédiat. Bon, bah alors reviens au moment présent et ouvre le robinet d'eau et allume une bougie ou parfois le feu à la cuisine. Vivre avec conscience la beauté, la générosité d'une respiration, ça nous fait gagner des grands points pour la sérénité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Quel futur adulte ça va donner si la femme enceinte de son bébé vit davantage de moments harmonieux, même si elle travaille, imaginons, même si elle a un peu de stress, même si tout ça, si elle a cette grossesse consciente, qu'elle sait consciemment que elle, elle peut agir sur son bébé, qu'elle peut avoir des moments justement dans le présent, à apprécier cet instant qui est un cadeau, cet instant-là, cet instant T, et ces moments de respiration dans la nature, ces moments où elle s'entoure de beauté, ces moments où elle arrête tout, elle se pose et juste elle respire, elle est heureuse, elle se connecte à son bébé et elle souhaite le meilleur à son bébé, en imaginant qu'elle fasse tout ça, même si elle travaille, même s'il y a il y a les épreuves de la vie, etc. Ok, elle met tout ça en place. Qu'est-ce que ça va donner à ce futur adulte, cet être qui va arriver sur Terre? Qu'est-ce qu'il va avoir de plus par rapport aux femmes qui vivent une grossesse bah, sans conscience, sans grande conscience? Voilà. C'est quoi la différence notable? Peut-être la différence la plus notable, c'est que cet enfant, dès le premier instant, il est ami avec la vie. La vie ne lui semble pas être quelque chose d'ennemi. L'adulte, l'adulte, il sera plus sûr de lui-même pour l'estime de soi, pour savoir qui on est, la valeur que je me donne. Si j'ai une base comme ça, comme tu viens de décrire, je suis prête à écouter l'autre. Si je me sens très mal, si mon estime de moi-même est petite, je suis une personne presque automatiquement agressive. Il va falloir peut-être que je rabaisse quelqu'un pour me sentir un peu plus élevée. C'est inconscient tout ça. Mais pour que la personne soit amie de la vie, amie de l'existence, donc curieuse, voulant découvrir l'autre. Donc, supposons qu'on ait affaire à un futur PDG. Voilà, le PDG qui a eu une maman qui a adoré être enceinte, même n'ayant pas pu s'arrêter de travailler autant de temps qu'elle aurait aimé. Mais cet enfant avait cette certitude qu'il était bienvenu en elle. Déjà, nous avons un PDG qui ne va pas être agressif avec les gens, qui ne va pas être... Parfois, on a l'impression que les PDG, ils font exprès de meurtrir les autres. Hmm. Non, ils font pas exprès. Ils consultent les petits tableaux sur le profit, comment ça va être pour mon entreprise. Pour eux, leur entreprise, c'est le numéro un. Déjà, pour cet être qui a été heureux dans le ventre de sa mère, l'entreprise est très importante, le profit a sa place, mais l'important, c'est l'humain. Et c'est celle qui va nettoyer les salles de bain de son usine, mettons, et celui qui va faire le transport des ouvriers. Tous ces êtres sont importants. J'en connais d'ailleurs des PDG comme ça. Je n'ai pas interviewé leur maman, elles ne sont plus de ce monde, mais nous savons qu'ils existent.
des présidents, des directeurs généraux qui vont être capables d'assumer, pas dans le paternalisme, mais d'assumer d'une façon digne et noble le travail de tout un chacun, que ce soit celui qui travaille juste à côté d'eux, leurs assistants, qui vont multiplier des franchises, qui vont multiplier les possibilités de cette entreprise, et celui qui est là euh, dans l'équipe de ceux qui nettoient, l'équipe nettoyage qui arrive le soir. C'est-à-dire des êtres qui, où qu'ils aillent, l'harmonie les précède. Nous en connaissons comme ça. Certains se sont faits eux-mêmes à partir de débuts de vie assez difficiles même. C'est possible. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme effort, comme travail? Et nous devrions, je pense, une question d'éthique, donner à chaque nouvel arrivant sur la planète tout un équipement neurophysiologique capable justement de porter en nous l'harmonie où que ce soit qu'on aille. Qu'on soit jardinier ou paysagiste, poète ou politicien, que l'on soit chercheur ou simplement bohémien, que nous soyons bons vivants dans le meilleur sens du terme, que nous aimions la vie, parce que il n'y a pas de recette dans la vie, il n'y a même pas de recette sur comment être enceinte, mais il y a des principes. Et ce principe d'un bonheur serein chez la femme enceinte qui permet à cet être d'avoir la santé, là, du point de vue de santé physique, vers l'âge de 50 ans, mais ça se voit tout de suite. L'enfant qui a été bien porté dans le ventre de sa mère, il dépasse la cinquantaine avec une santé de ses organes, même s'il y avait des choses plus difficiles dans les ancêtres, des conditions physiques. Je sais qu'en 1929, Geoffrey Hodgson, qui était un grand théosophe, il a examiné la grossesse d'une de ses amies. Il allait être le parrain du bébé. Donc nous sommes à Londres en 1929. Il écrit des choses incroyables. Dans la théosophie, il y a plusieurs corps qui se forment, le corps mental, le corps causal. Il écrit, c'est un livre petit, Le miracle de la vie, ou Le miracle de la naissance, pardon. Oui. Et lorsqu'il voit cette femme en harmonie, parce qu'elle a médité, parce qu'elle est bien, ils sont en train de parler, il peut voir dans sa clairvoyance des entités qui sont en train de tisser les organes, accélérer à un maximum leurs activités, afin, sous ce moment auspicieux, de faire le plus de travail possible. Et il dit que même parfois du karma est enlevé, parce qu'il y a eu l'amour, parce qu'il y a eu une harmonie en plus. Et cet être qui peut-être allait avoir un foie un peu patraque dès le début, eh bien non. Le foie, eh bien, il sera bon. Quelque chose a été payé. Par Oh, contre, hein. parce que, parce que cette femme est contrariée, parce qu'elle est, je ne dis pas de mauvaise humeur, mais enfin, parce qu'elle en a marre, eh bien, ces mêmes entités ralentissent un maximum leur travail afin de ne point tisser le tissu organique là, des organes sous ces mauvaises conditions non auspicieuses. Il le décrit dans ce tout petit livre qui est l'observation d'une femme enceinte. D'ailleurs, la préface est un docteur, un obstétricien qui dit, ah, nous avons maintenant une autre façon, comme une ultrasonographie spirituelle, nous avons une autre façon d'observer la vie dans le ventre maternel. Donc, je conseille ce livre, il est facile à trouver en PDF sur Internet. Et Hodson, c'est Hodson, Parfait. le miracle de la naissance, parce qu'il raconte des choses merveilleuses sur l'accouchement, sur la toute fin de la grossesse. C'est très, très beau. C'est noté. Merci. Justement, à la fin, je vais te demander les livres que tu conseillerais. Maintenant, Laura, j'aimerais qu'on parle du père, du futur papa. Quel peut être son rôle pour accompagner la maman dans cette grossesse, pour l'accompagner au mieux? Lui, qu'est-ce qu'il peut faire, sachant que c'est quand même le futur papa? Bon, d'abord, merci pour cette question. Elle est capitale. Le rôle du père est un rôle capital. Et c'est inouï comme ils sont en train d'être laissés un peu de côté. Il y a beaucoup d'insémination artificielle, dont on donne très Oui, peu d'importance, très souvent, dans les conceptions assistées, au rôle du père. Quel dommage. Quel dommage parce que déjà à la conception, dans les
dans les enseignements des initiés du passé. Et même j'ai lu de Peter Denov quelque chose là-dessus. On m'a passé quand j'étais déjà enceinte, heureusement que j'étais dans une bonne grossesse. Euh, c'est lui qui va, ce papa, quand ils font l'amour, ce couple fait l'amour, c'est le papa qui va prendre de la main l'âme qui a été attirée par ce couple et qui correspond au moment. Un jour, on parlera, toi et moi, sur la conception. Il donne, dans les Védas, 100% de pouvoir au papa pour tout ce qui est de la grossesse, il le donne à la conception. Et c'est équivalent de 9 mois, 10 mois de grossesse. Ce moment, ce fractal. Donc déjà, la place de l'enfant dans cet être est énorme. Le père apporte comme énergie pour toute la grossesse, dans son lignage paternel, des énergies spécifiques pour la formation du système nerveux, le système respiratoire. La maman, elle apporte deux énergies spécifiques qui sont le courant sanguin, toute la formation du sang, et le squelette. Donc nous avons squelette terre, sang eau, système nerveux feu et système respiratoire air. Voilà ce qui se marie dans une grossesse. La force du père, la force de la mère, ce sont des forces différentes. Et la façon dont ce père va poser son regard sur sa compagne enceinte va lui faire un bien immense. Ou au contraire, va lui couper l'herbe sous les... Enfin, ça peut, je ne dis pas seulement la déprimer, mais ça peut la blesser si profondément. Un regard de mépris sur une femme enceinte. Et voilà, qui va réussir à la convaincre qu'elle vaut quelque chose si le papa ne l'a pas regardée avec confiance, amour, admiration? Et les femmes sur Terre, celles d'entre nous qui ont eu la joie d'avoir ce genre de compagnon, n'avons pas de paroles pour exprimer ce que signifie pour nous, pendant la grossesse, ce regard complice, serein, ami, ce regard véritable qui vient du père de notre enfant. Quand un homme accepte, décide, désire qu'une compagne soit la mère de ses enfants, quel cadeau on reçoit. Et ça, je le désire pour toutes les femmes. La seule chose qui se passe, c'est que nous avons, femmes et hommes, pendant la grossesse, nous revivons les périodes que notre enfant dans le ventre vit. C'est-à-dire, moi, petit embryon, je suis présente quand mon enfant est un embryon dans mon ventre. Et parfois, ça ne s'est pas bien passé. Et ça peut avoir été difficile. Et je peux avoir une espèce de malaise existentiel tout en étant enceinte sans comprendre pourquoi. Eh bien, ce sont les échos de ce que j'ai vécu dans le ventre de ma mère qui peuvent venir me perturber. Et c'est la même chose pour le papa. Il y a beaucoup plus de violence domestique de la part des papas pendant la grossesse. Pourquoi? Et bien souvent, là, une espèce de rage, mais c'est une mémoire qui n'est absolument pas explicite. Tout ça, c'est implicite, c'est dans le subconscient. Le père se souvient, sans savoir qu'il se souvient, de la rage qu'il a eue. Par exemple, sa maman a eu un moment difficile pendant la grossesse, elle a perdu son père ou un grand ami. Il s'est passé quelque chose de difficile qui a dévié sa pensée de son enfant. Elle ne l'a pas vraiment accueilli. Et là, le tout petit qui pourtant est en train de faire un travail magnifique en elle, eh bien ça l'enrage. Celles qui sont mamans savent ce que c'est parfois la rage d'un nouveau-né qui veut être compris. Oui, mais personne n'a fait attention à ses pleurs. Et maintenant, sa compagne est enceinte et il sent quelque chose de comme un sombre nuage. Et il faut qu'ils sachent, les papas, qu'ils auront des interférences du tout petit qu'il a été, qui est toujours présent, parce que on dit passé, présent, futur. C'est un truc pédagogique. En fait, il y a un éternel présent. Tout est en nous. Tous les êtres qui ont existé sont là devant vous. Laura, le petit embryon, et celle qui sera un jour déjà en train de partir de la Terre, tout ça, c'est ici en moi. Et si on active une de ces instances, ça peut être difficile. Donc, s'il vous arrive pendant la grossesse
d'avoir certains malaises existentiels, appelons-les comme ça. Sachez que c'est normal. Envoyez de l'amour au bébé que vous avez été, à l'embryon, au fœtus que vous avez été. Respirez, n'en voulez pas à vos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et vous dédiez-vous à nurture, à nourrir avec vos sentiments, avec votre sagesse, votre lumière, l'enfant qui est là en chemin. Parce qu'il y aura un paiement. Ce que vous donnez à votre enfant, l'enfant que vous avez été un jour le reçoit. Et ça, la vie l'a programmé comme ça. Donc ça vaut la peine de bénir ce ventre qui porte un enfant, parce que du coup, nous bénissons le ventre qui nous a porté un jour. Et ça, que les papas le sachent autant que les mamans. Merci Laura, c'est extraordinaire. C'est un cadeau là que tu viens de dire. Je me mets à la place des gens qui pourraient vivre ça ou qui l'ont vécu ou qui... je trouve ça très très beau de conscientiser juste ça et d'y mettre beaucoup d'amour, de pardon, d'amour. Je, je reste... Mieux vaut qu'on reste sur tes mots. C'était parfait. C'est marrant. En fait, tout est mémoire dans la vie. Comme mon bambin a 4 ans, 5 ans, l'enfant que j'ai été ce même âge, il est présent en moi. Donc, quand je joue avec ce gosse, il y a le gosse, il y a moi, et il y a la gosse que j'ai été un jour à ce même âge. Et ce sont des moments où on va pouvoir colmater quelques blessures parfois de notre psychisme. Et ça cicatrise très bien. Et ça laisse pas de cicatrices, en fait. Une fois qu'on a eu un enfant pendant au moins 7 ans, on a plus d'énergie en nous pour être nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des énergies qui étaient occupées à faire des pansements sur nos blessures, de ne pas avoir été vus, d'avoir parfois été, je ne dis pas maltraité, mais ne pas avoir été traité et vu à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. C'est pas grave, c'est passé, dans ce sens que nous avons maintenant la vie devant nous et nous pouvons colmater, réparer ces, ces blessures, ces moments où il y a eu mal donne, disons. Et nous nous retrouvons plus entiers, papa et maman, quand notre enfant a 7 ans, que nous ne l'étions avant de le concevoir. Si nous avons été là pour lui, si nous nous sommes intéressés à son bien-être à lui, avec toute notre tendresse et tout notre élan de collaborer avec sa vie. Merci, merci Laura. Maintenant, je voudrais qu'on... J'ai encore une question. Euh, Est-ce que une femme, une jeune femme, une adolescente, même d'ailleurs une plus vieille, une femme plus âgée, après tout, à 40 ans, on peut avoir des enfants, 45, jusqu'à 48. Oui, En bref, oui, d'accord. oui, 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 on peut avoir des enfants, voilà. Donc, est-ce qu'une adolescente, une femme de 40 ans, peu importe, peut déjà se préparer, alors même qu'elle n'a pas d'amoureux, imaginons elle n'a pas d'amoureux, mais elle a ce désir d'enfant. Elle se dit, tiens, peut-être qu'un jour, je serai mère, est-ce que je peux déjà me préparer, avant même d'être enceinte, à cette future grossesse consciente et belle? Est-ce qu'elle peut déjà commencer à faire quelque chose de particulier? Mm. C'est une très belle invitation, n'est-ce pas? Dès qu'on entre dans l'adolescence et qu'on devient de plus en plus responsable pour qui nous sommes, de veiller à à la beauté, surtout la beauté intérieure, de cet instrument qu'on nous a donné. Parce que mon psychisme, je peux l'éduquer aussi. Et ce corps qui me permet d'être sur Terre, sans lui, je ne suis pas ici. C'est cette aventure extraordinaire d'être incarnée, elle a besoin d'un corps. Eh bien, faire attention, dans le sens le plus beau du terme, prendre soin de notre temple. Si nous pouvons, parce que nous avons des temples, on va à l'église, on va à la synagogue, on va au temple, on va à la mosquée, mais nous sommes, nous, ici, une construction extraordinaire de géométrie sacrée même. Donc, faire attention à comment nous traitons notre être physique va nous aider énormément le jour où nous aurons une grossesse, mais en attendant, va nous aider au jour le jour, parce que nous considérerons le corps des autres comme un temple. Du coup, si je suis ministre ou député, je ne laisserai pas certains produits venir meurtrir la terre nourricière qui nous donne nos végétaux.
les polluants dans l'air. C'est-à-dire, si tous les humains conçus à partir d'aujourd'hui étaient bien portés et arrivaient dans une enfance où la conscience de veiller à l'importance de notre corps, mais plus tard dans la vie, ils veilleraient aussi à l'importance du corps qu'est notre planète. Et les arbres et les champs et les forêts seraient pris en considération. En fait, tout serait un temple. Et ça, c'est très beau. En fait, c'est une invitation que je sais qu'un jour nous aurons, du point de vue conscient, social, politique, économique. Considérons chaque habitant comme un temple, qu'il se considère lui-même, cet habitant de la planète, comme un temple, et il va falloir faire le ménage dans ce temple. Et il va falloir l'embellir, il va falloir voir si les cierges sont en place, quel est le genre de lumière. C'est possible. Là, je vous invite en imagination à penser ça. Mais vous-même, vous vous sentez heureux parfois lorsque vous avez la possibilité de sauter un repas, de faire un nettoyage dans la chambre, dans votre appartement, dans votre maison, et de vous mettre, de veiller au bien-être de votre corps. Depuis combien de temps mon cœur bat? Depuis tant d'années. J'ai maintenant 70 ans et j'ai Dieu, ça fait plus de 70 ans que ce cœur bat. Au moins, commençons par remercier, par admirer. Et peut-être, si je sais que telle activité ou tel aliment ne va pas faire du bien pour le cœur, ou pour les artères, ou pour le foie, qui, le foie et le cœur sont de très grands copains, eh bien, je peux m'abstenir. Mais je ne vais pas m'abstenir pour un sacrifice douloureux, non. Je vais m'abstenir en joie, parce que c'est pour le bien-être d'un cœur, d'un cerveau, d'un foie, de qui je dépends énormément pour vivre ma journée de demain et d'après-demain. Donc oui, nous pouvons faire énormément de choses, bien avant d'être enceinte, bien avant de concevoir un enfant. Veiller à l'équilibre, et l'équilibre dynamique, évidemment, pas un truc qui s'arrête, l'équilibre en joie de qui nous sommes physiquement, comment nous dormons, comment nous marchons. Ça ne veut pas dire de ne pas passer une nuit blanche. Une nuit blanche peut être quelque chose d'extraordinaire et des choses qui se passent la nuit qui ne se passeront jamais pendant la journée. D'ailleurs, nous voyons des étoiles que nous ne pouvons pas voir pendant la journée. Tout moment est important, mais dans le jour, dans le rythme quotidien, est-ce que nous nous meurtrissons ou au contraire, est-ce que notre santé s'agrandit? Et ça, il faut pouvoir éveiller. Et un jour, si on conçoit, c'est inouï, il y a des études même qui ont montré que si vers 15-16 ans, on fait pas mal d'exercices, je dis des femmes, et on se dépense, on nage, on fait du cheval, on fait des randonnées, on fait de la danse, eh bien, un effort soutenu pendant ces années de 15, 16, 17 ans nous garantissent même à 35 ans une grossesse bien meilleure que si nous n'avions pas fait d'exercice. Waouh. Ben d'ailleurs, ça me mène à une question. Où en est-on en ce moment dans les connaissances scientifiques? Parce que souvent, enfin souvent, en tout cas pour ce sujet-là, j'ai l'impression que on sait des choses depuis longtemps, même dans certaines régions du monde. Ils sont au courant à quel point la grossesse est importante, à quel point il faut qu'elle soit faite en conscience, avec beaucoup d'amour, d'harmonie, enfin tout ce qu'on a dit au début. Euh, mais la science dans tout ça, on en est où? De quoi sont-ils au courant? Quelles sont les avancées actuelles? Toi qui es dans le dedans. Il y a un livre très intéressant, Les molécules des émotions, où Candace Pert était une chercheuse au centre important à Maryland aux États-Unis, centre de recherche sur la santé. Et elle dit, mais la psychosomatique existe. On sait très bien que le cerveau sait ce qui se passe dans l'orteil. On sait qu'il y a une communication, mais comment elle se passe? Qu'est-ce, comment ça se fait que tout d'un coup, oh, j'ai un trou au plexus parce que je vais rater le train ou je ne vais pas réussir à répondre à l'examen? Comment est-ce que mon corps est à l'affût, entièrement à l'affût de ma pensée? Comment se fait cette transmission? Et justement, elle a appelé les molécules, molecules of emotion. Et elle a découvert.
Elle a découvert, et elle le raconte, mais journée après journée, après avoir fait des tas d'expériences et voir quel est le résultat, il y a des neurotransmisseurs. Beaucoup d'hormones le sont d'ailleurs, comme l'oxytocine par exemple. Les neurotransmetteurs, il y en a plein dans le système digestif, dans les intestins. On le dit d'ailleurs que souvent c'est notre deuxième cerveau. Nous Mm. avons le cerveau qui est notre téléphone maintenant, le cerveau qui est sous la boîte crânienne et le cerveau qui est dans nos intestins. C'est-à-dire que toute cellule communique avec toutes les autres à chaque instant. Et ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, comme nous avons des trillions de cellules, il y en a qui ont demandé aux physiciens de dire, mais on posait la question, mais à quelle vitesse se fait cette communication? Parce que ça doit aller au moins aussi vite que la lumière, puisqu'on a tellement de cellules, si chacune sait ce que les autres savent à chaque instant, ce que les autres font, alors tout n'est que communion dans cet organisme. Et les chercheurs sont revenus avec la réponse oui, la communication se fait à une vitesse vertigineuse, nous l'appelons non locale. C'est tellement vite qu'il n'y a plus de vitesse. C'est comme la télépathie, on y est. Si je vous dis maintenant, allons sur la Lune, ben on y est. Il n'y a pas eu besoin d'arriver sur la Lune. C'est la communication non locale. Et c'est ce dont nous bénéficions dans notre organisme. Est-ce que vous vous êtes rendu compte parfois lorsque vous faites un nettoyage, soit d'un bureau, soit d'une chambre ou d'une salle de bain, mettons que ça va durer 45 minutes, 1 heure, et vous l'avez là, vous avez bien fini là, c'est vraiment comme il faut. C'est propre, c'est rangé, c'est classifié. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que en vous, il y a quelque chose, ah, mais je respire mieux même. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas une salle de bain, je ne suis pas une table, je ne suis pas un tiroir avec des papiers, mais d'avoir mis de l'ordre dehors fait que je sens en moi qu'il y a quelque chose de différent. Eh bien, ce mimétisme fonctionne. Je sais que Omram Mikhail Avanov nous disait, mais vos cellules vous observent. Une fois que vous avez fini de mettre de l'ordre quelque part, elles commencent à se traiter entre elles de la même façon que vous avez traité les objets que vous avez nettoyés. Est-ce que vous étiez impatient? Est-ce que vous avez pris le fil de l'aspirateur, clac, et enlevé de la prise comme ça, ou gentiment enlevé? Quelle était la qualité de vos gestes? Eh bien, vos cellules vous ont observé, ce sont vos enfants, et après, elles se traitent entre elles de la même façon. Donc, il faut qu'on fasse attention à chaque jour de la teneur de nos gestes. Et un geste peut être un regard, peut être une parole, et en fait, nous nous entraînons, depuis l'adolescence où nous sommes de plus en plus conscients de qui nous sommes, nous nous entraînons un jour à avoir un enfant dans notre vie qui va nous prendre pour modèle. Est-ce que ça vaut la peine de m'imiter, moi, maman, avec, mon Dieu, je suis si peu de choses. Je ne suis pas souvent à la hauteur d'être un être humain. Eh bien, mon enfant va me prendre pour modèle. Aïe, aïe, aïe. En En fait, fait, nous sommes enceintes de le mimétisme. mimétisme dont tu parles, qui agit sur toutes nos cellules, ce que tu veux dire pour aller jusqu'au bout, c'est que ça agit sur le bébé. C'est Oui, exactement oui, pareil. si je Parce suis qu'on parle que de... enceinte, là, je parlais d'une préparation, mais si je suis enceinte, c'est inouï. Donc, je ne vais pas commencer du jour au lendemain à faire attention à mon geste, comment je vais mettre ma montre et tout. Oui. Par Sinon, contre, il y a des personnes avec les couples qui attendent un bébé, qui disent toutes ces choses-là, se rendent compte qu'évidemment, ça fait beaucoup de bien au couple de savoir ça. Mais celui qui en bénéficie le plus, c'est celui qui vient, l'enfant qui vient après. Ce que nous amenons à la grossesse va influencer le plus l'enfant, même si nous transformons notre vie pendant la grossesse, ce qui va faire du bien, ça ne transforme pas autant de ce comme les habitudes peuvent le faire, les habitudes que nous avions avant, même les habitudes alimentaires. Très bien manger pendant la grossesse, génial, mais ça ne fait pas autant de bien que de manger très bien avant la grossesse et d'arriver à la grossesse et continuer à manger bien. Donc, vraiment, ce que tu as dit là, quand on est adolescent, si on pouvait commencer, ça ouvre, c'est un tapis qui se déroule là, le tapis rouge, des stars. C'est ce qu'on offre à notre futur enfant si dès l'âge de 15 ans, je me conduis en future femme enceinte. Ça peut être d'une richesse extraordinaire. Je l'ai un peu vécu, j'ai découvert ces choses-là quand j'avais 22 ans et je n'étais enceinte qu'à 35.
Ah, Qu'est-ce waouh! que j'ai abordé ce chemin? Et je ne savais pas si j'allais être enceinte ou non, je ne savais pas si j'allais être mariée, mais je me disais peut-être qu'un jour quelqu'un viendra habiter en moi. C'est dingue comme idée, mais on y va. Allez, et ça m'a aidé à suivre certains préceptes, à adopter une certaine conscience pour la joie de pouvoir un jour pas être prête, parce qu'on n'est jamais prêt, mais de moins d'être mieux préparé, disons. Oui, c'est déjà super, c'est déjà énorme, pas de pression, rien que de faire mieux, un peu mieux, c'est énorme pour le futur adulte qu'on va amener sur cette terre, qui va grandir ici, qui va amener de la beauté dans ce monde, de la gentillesse, de l'amour. Euh, Enfin, et d'ailleurs, à ce propos, toi qui as vécu tout ça, là, tu viens de nous parler de tes 22 ans jusqu'à 35 ans, jusqu'à avoir ton enfant. Euh, J'aimerais qu'on parle de ta fille un petit peu, qui a fait un documentaire absolument magnifique, qui a réalisé un film qui s'appelle Naissance et civilisation. Je voudrais que tu nous en parles. Moi, je l'ai vu. Alors, sur le sujet, c'est un film sur le sujet de la femme C'est bien. enceinte, de la grossesse consciente, et je l'ai vu. Et c'est vrai que une femme enceinte qui va voir ce film, c'est un moment très doux, très harmonieux, un moment de poésie où on apprend plein de choses, tout ce que tu viens de dire, on l'apprend, on a des scientifiques, on a toutes sortes de personnes, il y a des témoignages, et il y a beaucoup de beauté, il est très agréable à regarder. Donc, j'aimerais que tu nous en parles et j'aimerais que tu nous en parles, tout simplement. Très bien. D'abord, merci pour ce que tu as dit avant, avant le documentaire. Tu as dit que l'enfant viendrait plus capable d'amour. En fait, l'enfant arrive, et la personne, donc futur adulte, arrive avec un esprit plus fraternel. Parce que si je considère les autres comme mes frères et sœurs, ça va m'aider. Que je sois journaliste, que je sois peintre ou que je sois conducteur d'autobus, si l'autre est mon frère, si l'autre est ma sœur, ça me fait grandir. En fait, ça me donne une responsabilité très belle sur les autres et je saurai aussi comment recevoir leur regard. Et en ayant des bambins comme ça, et nous connaissons beaucoup de couples, euh, toi et moi, qui ont eu ces informations avant leur grossesse, l'enfant, ils sont très différents les uns des autres, mais ils sont amis de la vie, donc il y a cette fraternité. Et nous avions un cinéaste qui a filmé donc plus de 25 heures d'entrevues, interviews, avec des personnes importantes dans le monde de la psychologie prénatale. Et ce cinéaste, un homme beau, fort, jeune de 46 ans, papa incroyable, il meurt comme ça. Il se réveille le matin, a du mal à respirer, il a une arythmie cardiaque et quand le SAMU arrive, c'était trop tard. Donc nous nous sommes retrouvés avec ces plus de 25 heures d'enregistrement. Qui allait prendre ça? Comment on allait faire? Et un ami me dit, bah, tu peux demander à ta fille. Je dis, mais ma fille, mais elle est actrice. Elle n'est pas, elle est pas cinéaste, non, mais elle a fait des petits shorts, des petits films de quelques minutes. C'est un professionnel du cinéma qui m'a dit ça, un de mes amis brésiliens qui habite aux États-Unis. Je me suis dit, celui-là, je me demande pourquoi il dit ça. Ça me paraissait absurde d'abord de demander à ma fille. On était en pleine pandémie, en plein lockdown. Mais ça m'a semblé si absurde que j'ai décidé de lui demander. J'avais, et c'est génial comme on peut se tromper, parce que je respecte tellement sa carrière d'actrice, de lui demander de voir 25 heures d'un truc, c'est pas son domaine, cette histoire. Eh bien, je me trompais. C'était son domaine. La petite, là, à 6 mois, elle était déjà dans son premier congrès de psychologie prénatale. Je l'allaitais, était dans mes bras. Michel Audin l'appelle encore The Baby. Et je commençais une réunion, et justement, par hasard, elle m'appelle, je dis, Sarah, j'ai une question à te poser, tu y réfléchis, je t'appellerai après, là je rentre en réunion. Est-ce que tu accepterais de faire ces 25 heures d'interview, de les convertir en un documentaire d'1 heure et demie? Allez, je t'embrasse, ma fille, salut toutes, je voulais même pas voir son regard. Et donc, cette réunion, c'était une réunion importante, j'y rentre. Quand je termine la réunion, j'avais un petit message, mais maman, ce serait un honneur.
Et là, j'ai compris que beaucoup de ce qu'elle a vécu, évidemment, en moi et dans sa vie, cette harmonie qu'elle aime, elle avait le temps intérieur, l'intérêt intellectuel, tout était en place. Et elle nous a fait ce plaisir de prendre ce projet comme le sien. Et c'est génial parce que je dis, bon, les interviewés, ils étaient tous vieux, vraiment vieux. Alors voilà, quelqu'un qui a 30 et quelques, là, jeune, et on aura euh, un regard nouveau sur ces thèmes, pour moi qui font ma vie depuis plus de 45 ans. Et c'est comme ça que Sarah a accepté. Et nous l'avons orientée, Carla Machado et moi, elle est la présidente de la NEP, Carla Machado, nous l'avons orientée sur une ou deux questions qui venaient, qu'elle-même nous posait, mais on s'est dit, Carla et moi, on va la laisser en paix. Parce que si on demande à un artiste de faire quelque chose, Ah oui. c'est pas qu'elle le fasse pour nous, c'est elle qui allait le faire. Eh bien, ça a marché. On a réussi à rester en silence. On a avalé certaines choses. Puis il y a des choses marrantes parce que les illustrations, ça a été fait par un de ses amis. Et puis il y a souvent quelqu'un qui est sur la montagne et qui a les bras étendus. Je dis, mais ça rime à quoi? Quelqu'un au sommet d'une montagne, d'une colline avec les bras étendus en victoire. Eh bien, c'est une image qui arrive tout le temps. On la voit partout. Ça appartient à vous, là, les gens de 30 ans. Vous aimez cette sensation de quelqu'un seul dans la nature, en puissance, étendre les bras. Je trouve ça génial. Le film a comme illustration des choses de cette nouvelle génération. Bravo. Oui, Et c'est vraiment- j'ai beaucoup d'espoir. Nous sommes en train de négocier sa distribution nationale et internationale avec une compagnie. Nous avons encore certaines choses à faire dans le contrat, mais j'espère que ce film verra beaucoup de pays, beaucoup de cités, beaucoup d'auditoires qui s'intéressent à la vie. il est vraiment très beau. Il faut qu'il voyage ce film. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire, j'ai cru entendre dire que tu viendrais en France certainement au printemps prochain. Il y aura des projections de ce film dans certains endroits de France. Est-ce que tu feras partie de la bande pour est-ce qu'il y a enfin, est-ce qu'il y a quelques dates où tu seras présente à la projection de ce film et est-ce que tu les as? Est-ce que tu as les villes? Est-ce que moi après je peux mettre en description de la vidéo parce que s'il y en a qui voient cette vidéo qui te voient et qui sont comme moi quand j'étais toute jeune, je me dis mais waouh, mais Laura elle est magnifique et il y en a peut-être qui voudront te rencontrer. Donc voilà, si on peut déjà leur donner une date. Oui, Sinon, je le mettrai après en commentaire, enfin en description de la vidéo. Je pourrais très bien le faire plus tard, ça tu les as pas tout de suite. oui. Écoute, c'est vrai, ce documentaire a une vie propre à lui-même. Il y a une personne qui s'appelle Eliette et une autre amie qui s'appelle Mafé, Maria Fernanda, elle est médecin de famille. Et elles ont déjà commencé un petit périple dans Mhm. plusieurs centres culturels, parce que le film n'a pas encore euh, d'identité véritable de film, donc il ne peut pas être montré en salle de spectacle. Donc Le il se peut cinéma, que déjà ouais. au mois de mai, je serai en France. Mais s'il s'agit d'un tour, il est encore en train il est en gestation, et on va me dire quand et où. Et j'irai certainement à certains. Au mois de mai, je sais que je serai au sud de la France, donc peut-être que nous aurons euh, quelques détails déjà. Je sais qu'il y aura un séminaire à Fréjus le 13 et le 14 mai. Euh, c'est une personne qui a été à la tête d'une organisation très belle qui s'appelle Bébé en conscience. C'est une infirmière, une consultante en allaitement euh, international, Marie-Noël Zagato. Ah Et oui. c'est important, nous serons, Carla Machado et moi, pendant un jour et demi, donc 13 toute la journée et 14 le matin, nous serons là dans une salle à Fréjus, dans ce séminaire, et que nous avons appelé en portugais, faisons ce séminaire au Brésil pour que le monde naisse heureux, parce que c'est le monde que nous voulons heureux. Et, mais tu auras certainement d'autres informations, d'autres Oui. réunions. Bah Je tiendrai au courant. déjà, je vais noter pour le 13 et 14, je le noterai si jamais. C'est bien, c'est ouvert à tous, le 13 et 14. C'est quelque chose qui Tout est à ouvert à fait, tous. bien, Parfait, complètement. parfait, parfait. Donc Fréjus dans le Var, ça, oui, je pense que ça va intéresser certaines personnes, c'est sûr.
Ok. Est-ce que tu aurais quelques conseils de lecture? Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un livre. Tu peux nous redonner le nom et le titre? Je le mettrai aussi en description. Oui, The Miracle of Birth, le miracle de la naissance, de Geoffrey Hodgson. Ça, c'est un livre vraiment d'une grande beauté. Et ceux qui sont un peu euh, rébarbatifs au langage de la théosophie, soyez un peu patients, lisez-le quand même, même si vous devez oublier certains détails, parce qu'il y aura des choses du quotidien de cette femme enceinte qui vont vous intéresser, et surtout vers la fin, pour son accouchement. Euh, il y a, bon, il y a les livres d'Omram, c'est sûr, une éducation qui commence avant la naissance. Oui, ça c'est Voilà. fabuleux. Une éducation qui commence Et avant la naissance aux éditions Prosveta. Il est superbe aussi, oui. c'est la petite collection Isvor, mais dans les œuvres complètes d'Omram, le volume numéro 2, l'alchimie spirituelle, eh bien, les deux dernières conférences de ce volume, c'est un grand volume, sont des conférences de 1938 et 1969. Wow! Les détails qu'il donne à un moment où c'était interdit de parler de ces choses-là, parce que la science était dans le déterminisme génétique, ça montre quand même un grand courage, une grande compréhension par l'intérieur. Pour ceux qui ont la chance de parler anglais, il y a aussi le livre de Marcy Axness, Parenting for Peace, être parent, être papa, être maman, pour la paix dans le monde. Et dans ce livre, elle cite les initiés, elle cite Omram, elle cite beaucoup d'expériences scientifiques, elle cite des données anthropologiques, des données même politiques, Mm. elle-même de formation de journaliste et spécialiste dans le développement de l'enfant en bas âge surtout. Mais c'est génial ce livre. C'est un des meilleurs qui a été écrit parce que justement c'est un bouquet d'informations et il passe du spirituel au scientifique dans le même paragraphe sans problème. Parce qu'en fait c'est une seule et même chose. Ah J'étais oui. dans un en Inde, vous avez une vieille dame avec un petit chignon, des lunettes et tout, et une feuille arrachée d'un cahier. Elle lit des extraits du Garbo Sanskar. Le Garbo Sanskar vient des Upanishads. C'est un livre sur les nécessités, les besoins du fœtus. C'est adorable comme petit Mm. livre. Et juste après, il y a une chercheuse en, en biochimie, en génétique, et après, il y a un neurochirurgien qui parle. C'est dans le même congrès, sur les mêmes scènes. C'est-à-dire, eux là-bas ne font pas de différence. Plus ils déchiffrent le physique, plus ils comprennent le spirituel. C'est en Occident que nous avons fait, Mais toi tu es dans la oui, science, mais moi je suis oui. dans tout est science. Nous avons tous cette volonté de déchiffrer les mystères de l'univers et il se présente à nous sous tellement de formes. C'est à nous de joindre nos forces et nos recherches. Ah, mais c'est magnifique ce livre. Attends, redis le titre? Parenting for Peace. Ok, Parenting, c'est être parent, for Peace. Et elle, c'est Marcy, Marcy, Axness, Axne2S. ah, ok. Et en plus, elle est archi vivante, elle est en Californie. Si vous avez des questions à lui poser, on peut la voir un jour dans un Zoom. Génial. Ben écoute, merci beaucoup. Laura, c'était absolument passionnant, génial. En tout cas, lors d'une prochaine vidéo, j'aimerais qu'on parle de la préconception. Voilà, et la conception, la préconception. Et si tu es d'accord, dans la prochaine interview, on pourrait parler de ça. C'est merveilleux, j'accepte, mais j'aimerais que tu aies le dernier mot. On a vraiment, chère future maman, futurs parents, si vous avez conscience de ça, que vous faites une conception de votre enfant, une grossesse en conscience, vous allez vous recevoir, mais alors des merveilles de cadeaux absolument extraordinaires. Cet amour-là, Ouais, c'est vrai, on pense que l'on donne, on donne ce que l'on peut, mais qu'est-ce qu'on reçoit? Mais on oh, va laisser, finissons sur ce point pour que les gens puissent penser, intérioriser, parce que eux aussi ont été cause d'émerveillement pour leurs parents. Et vivons-le, ce souvenir d'avoir été une cause d'émerveillement, même s'il y a eu d'autres choses aussi. Se connecter avec ça. Merci, merci pour tes paroles. Aurore, je t'embrasse.
Un Oui. grand merci pour cette invitation. Merci Laura, merci beaucoup et on se dit à très très bientôt. Euh, merci. Merci à tous qui nous regardaient, tout le meilleur. Plein de soleil dans vos cœurs. Merci Laura. Salut.